sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Hélène au micro. Elle a eu la chance de vivre 2 grossesses dans 2 pays différents, une à Londres et l'autre à New York. Elle nous raconte ses péripéties entre un coup de foudre à Notting Hill, un licenciement suite à l'annonce de sa grossesse, mais également son expatriation aux États-Unis en étant déjà enceinte de 3 mois. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Hélène! Salut Cindy! Tu es la toute première personne à témoigner sur ce podcast. Merci de ta confiance Je suis et ravie. de vouloir partager ton expérience avec nous. Écoute, pour démarrer ce podcast, je vais te proposer de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu habites et avec qui tu partages ta valise. Et pas de souci. Alors, je m'appelle Hélène. Je partage ma vie avec Adam et nos 2 petits garçons, Louis et Raphaël, qui ont 3 et 1 an. Actuellement, on vit à New York et je suis une coach santé en français, je dirais coach santé qui est spécialisée sur le sommeil et je suis à mon compte actuellement. Des enfants ou des adultes en général? Alors moi, les adultes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs sur le sommeil pour les enfants, mais moi, j'ai décidé de me spécialiser sur les adultes, voilà. Parce qu'on a besoin de dormir, pas que les enfants. Surtout quand on a des enfants, on a besoin de dormir. Voilà, exactement. Je vais te demander, ça fait combien de temps que tu es expatriée? Alors, je suis expatriée depuis 2011. Oui, 2011, c'est ça. Donc, ça fait 9 ans, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussée à l'expatriation? À la base, c'était vraiment pour apprendre l'anglais. Donc, c'est pour ça que je m'étais dit, je vais partir un été en Angleterre, à la base en tant que jeune fille au pair, donc dans le sud de l'Angleterre. Et donc, je suis partie et au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que j'adorais l'Angleterre. C'était vraiment chouette, j'aimais bien et je me suis surtout rendu compte que c'est impossible d'apprendre une langue en 2 mois. J'ai été diplômée en 2014 et en 2014, j'ai pris mes valises, encore une fois, et je me suis installée vraiment définitivement à Londres. Alors du coup, comment s'est passée la rencontre avec Adam? Alors, on s'est rencontrés au marché de Portobello à Notting Hill. Moi, je travaillais dans un petit café qui servait des frozen yogurts. Et donc, je devais acheter des fruits pour mettre dans les yaourts. Et je l'ai rencontré là, sur un stand de fruits, en train d'acheter des fraises. Et j'ai eu un vrai coup de foudre. Voilà, ça peut paraître un peu naïf, mais c'était vraiment ça. Voilà, je l'ai vu et j'ai su. Et vraiment, j'ai acheté mes fraises. Je lui ai absolument pas dit un mot. J'ai acheté mes fraises et je suis retournée au magasin et j'ai dit à mes collègues, je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Mais j'étais convaincue. Évidemment, tout le monde a rigolé. On ne savait même pas qui c'était, on ne savait pas son prénom, rien du tout. Le mec, il avait disparu en 5 minutes. Mais j'en étais convaincue. J'ai eu comme si, voilà, un coup de foudre, une étincelle. Ça m'était jamais arrivé. Pourtant, j'ai été amoureuse avant. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Puis après, je me suis rendu compte qu'il habitait juste au-dessus de là où je travaillais. Donc voilà, c'était le destin. Donc, je le voyais tous les jours, finalement, après. Et c'est marrant comme quand on ne remarque pas quelqu'un. C'est dingue. Voilà. Ça peut être Exactement. un film, hein. Coup de foudre au marché. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, du coup, comment, toi, avec ton anglais, vous avez pu bâtir cette relation? C'était compliqué. Disons que c'était compliqué. J'ai pas, franchement, en toute honnêteté, les 6 premiers mois, je comprenais pas grand-chose. Mais il était beau, il me faisait rire, il avait l'air drôle, il savait bien danser, donc ça m'a plu. Et en fait, grâce à la technologie, j'ai envie de te dire, parce que j'avais un BlackBerry à l'époque, je me rappelle, et j'étais sur Google Translate en permanence. En fait, j'écrivais ma petite phrase et je lui montrais. Et en fait, il a une patience incroyable. Et il a vraiment pris le temps de m'apprendre l'anglais. En fait, je pense que c'est surtout ça. Tout le monde n'est pas doué à faire apprendre une langue à quelqu'un. Moi, je suis pas douée pour lui apprendre le français, mais lui, il a été très doué à m'apprendre l'anglais. Donc, du coup, de fil en aiguille, j'imagine que vous vivez un peu votre petite expatriation à tous les deux à Londres. Quand est-ce que Louis arrive dans votre vie? Est-ce qu'il était... comment vous voyez un peu votre couple? Est-ce que vous vous imaginez peut-être vous marier, peut-être avoir des enfants ou peut-être juste continuer de voyager ensemble pour le moment? Alors, à la base, on est un couple qui voyage déjà beaucoup. On adorait ça. Et puis, en fait, ça, c'est un peu aussi le côté des Australiens qui vivent en Europe et que du coup, en profitent pour faire un tour d'Europe, quoi. Et on était fiancés.
Et je suis tombée enceinte en 2016, juste après, enfin 3 mois après qu'il m'ait demandé en mariage. Donc je suis tombée enceinte de Ouais. Louis. Et donc Louis est né en janvier 2017. Du coup, comment tu appréhendes ta grossesse, au UK et pas en France, par exemple? Eh ben, je l'appréhende sans trop me poser de questions. J'ai l'impression que je suis un peu comme ça de manière générale, mais disons que bah, j'étais super contente. Je me suis pas trop posé de questions. En France, il faut faire une prise de sang pour prouver qu'on est enceinte. En Angleterre, pas du tout. Donc j'ai été chez le médecin, tout simplement, le généraliste. Je lui ai dit que j'avais fait un test de grossesse, que j'étais enceinte. Il m'a dit OK, très bien. Inscris-toi dans une maternité, enfin à l'hôpital quoi, au NHS. J'ai dit très bien, bah voilà, et j'ai pris rendez-vous pour le premier examen de grossesse qui était voilà au bout de c'est 3 mois. Mais avant ces 3 mois, j'ai fait aucune écho, j'ai vu personne et j'ai pas du tout voilà, je me suis pas dit, peut-être que ça m'a traversé l'esprit une ou deux fois de me dire peut-être que je ferais une fausse Ouais. couche ou quoi que ce soit, mais pas vraiment. Tu vois, dans ma tête, c'était fait, j'étais enceinte quand le bébé, il était là, en fait. C'était peut-être un peu naïf, mais finalement, tant mieux Mmh. parce que je me suis pas mis de stress, tu vois. Donc, il n'y avait pas du tout de stress. Donc non, je me suis pas dit, je me suis pas dit que ça allait être différent qu'en France, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est différent. Oui, Mais je me suis pas posé la question. Puis j'avais aucune copine finalement française qui avait été enceinte. Donc non, tout simplement, j'ai oui. juste, voilà, j'ai été avec le flow, quoi, voilà. Ton premier trimestre, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais malade? Tu as eu des nausées? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, ça s'est très bien passé. J'ai eu une grossesse qui s'est extrêmement bien passée, sans symptômes. Alors, premier trimestre, la fatigue, je pense, comme tout le monde, Ouais. mais pas une fatigue non plus. J'ai pas ressenti une fatigue extrême. Après, ce qui a été compliqué, c'est que c'est dans mon, j'étais en premier, non, c'était après le trimestre, je me suis fait licencier. Et donc oui, on peut se faire licencier enceinte en Angleterre. Mais attends, parce que tu leur as annoncé que tu étais enceinte ou Ouais. ça avait rien à c'était en parallèle? Ah, il le savait, il le savait. En fait, l'entreprise avait plusieurs licenciements depuis déjà plusieurs mois. Elle était en train de se faire racheter, donc j'étais junior à l'époque, et donc je savais que j'avais des chances de me faire licencier, mais comme euh, ils avaient su que j'étais enceinte, je pensais que j'allais pouvoir être un peu protégée. Parce qu'en France, Mais pas voilà, on ne du se fait pas licencier quand on est enceinte. Et en fait, pas du tout, hein. Voilà, ça dépend des entreprises. Et moi, en plus, à la base, c'était une boîte américaine, donc encore moins de scrupules. ouais. Et voilà, donc enceinte. Donc je pense que c'est le seul moment vraiment où je peux dire que j'ai stressé pendant ma grossesse et de me dire mince, je suis enceinte de 5 mois et je viens de perdre mon boulot. Comment je vais pas me faire embaucher? Parce que qui va prendre une femme enceinte Oui, de presque qui était entre ouais. son 5 et 6e mois? Donc voilà. Et bah, de se dire voilà, il y a un enfant qui arrive, mais il y a un salaire en moins, quoi. Voilà. Donc ça, Mais c'était le stress de ma grossesse, on va dire. mais les contrats, enfin, en tout cas, toi, le contrat que tu avais à Londres, il était, comment ça se passe aux UK? Enfin, je veux dire, tu peux pas tu vires les gens comme aux US ou tu vires les gens comme en France? Avec un Euh, préavis et trucs Alors comme non, ça pas de ou c'est du jour préavis, au lendemain? c'est-à-dire non, enfin le jour même, c'est-à-dire que j'ai été Bah, purée. convoquée enfin voilà, dans une salle à 11 heures du matin et on m'a dit voilà, c'est fini, prenez vos affaires, vous partez maintenant. Et ils m'ont même dit Mmh. on vous enverra vos affaires parce qu'en fait, ce Tu qu'ils veulent pas, sérieuse? voilà, ils font ça avec tout le monde. Ce qu'ils veulent pas, c'est que bah, tu fasses tout un drame devant tout le monde. En fait, que tout le monde voit que tu mets tes affaires dans un carton et qu'on te demande de partir. Et c'est vraiment particulier parce que moi, j'avais vu certaines de mes collègues partir comme ça, ne pas revenir après le déjeuner en me disant, mais bah, elle est où? Elle est passée où? Elle est pas revenue bosser? Et en fait, c'était exactement ce qu'ils voulaient que je fasse. Et moi, j'ai refusé dans le sens où je leur ai dit, ah non, non, personne ne va m'envoyer mes affaires. En plus de ça, je devais avoir au moins 10 paires de chaussures sous le bureau. Et ben, un bazar phénoménal parce que voilà, c'était un peu, voilà, je me croyais un peu comme à la maison. Et donc, non, non, j'ai fait mes cartons devant tout le monde. Donc, je pense que tout le monde a compris que je me faisais licencier. Mais mon manager ne savait même pas que je me faisais licencier. Enfin, voilà, ça venait d'en haut. Il fallait se séparer de certains nombres de personnes. Mais mon manager n'était même pas au courant. Donc, voilà, c'était ridicule. Je suis partie C'est incroyable. en Bah, tu pleurant. m'étonnes. Voilà, c'était comme Et ça. puis tu étais à combien de mois de grossesse? Tu étais à 4-5? Ben, Tu as attendu genre j'étais la à fin du 5 premier mois, ouais. trimestre? Ouais, ouais, À c'était, 5 ouais, mois? ouais.
Bah ouais, c'est pour ça que j'étais vraiment stressée de ne pas pouvoir retrouver quelque chose derrière, en fait. Et tu les as pas traînés en justice? Ou tu peux pas, à Londres? Alors, si, j'avais pris une avocate, mais en fait, il s'avère que quand on est dans une boîte depuis moins de 2 ans, ils ont le droit. Voilà. Si j'avais été dans la boîte depuis plus de 2 ans, ça aurait été plus compliqué pour eux, mais moins de 2 ans, non, ils ont tout à fait le droit. C'est incroyable, incroyable. Et ouais. Bah, ça donne pas envie d'aller travailler aux UK, hein? Ouais. Ça donne pas envie Il y a d'aller quand même, il y travailler. a quand même plus de protection qu'aux États-Unis. Ah ouais, mais quand même, c'est incroyable, incroyable. Bah, Malgré ce stress, tu essaies quand même de relativiser en te disant: «Bon, bah, c'est des connards, tant pis et on va faire sans». Comment ça se exactement. passe? Ouais. Oui, c'est exactement ça. C'est après avoir bien pleuré toute l'après-midi dans mon lit, je me dis que bon, bah voilà, c'est peut-être une bonne chose aussi. Je suis enceinte, c'est chouette aussi de pouvoir se reposer. Et voilà. Et puis j'ai décidé de pas chercher du boulot parce que je me voyais pas, c'était délicat, je me voyais pas mentir. À Je, 5 mois, ouais, je me voyais pas c'est quand cacher même une délicat. grossesse et en même temps, j'avais pas le truc. Et donc, je me suis dit, prendre du temps pour essayer. J'avais la chance de pouvoir le faire, surtout. C'est surtout ça, je tiens quand même à le dire. J'avais la chance de pouvoir prendre du temps pour moi et réfléchir de ce que je voulais faire. Et je Mmh. me suis dit, Adam voyage vachement avec le boulot. On a quelques mois qui nous restent avant finalement d'être tous les trois. Et donc, j'ai décidé de le suivre partout. Et ça a été génial. Et comme ma grossesse se passait bien, il y avait ça, je pouvais être dans des avions pendant des heures. C'était pas un souci, quoi. Bah, écoute, good for you si tu as réussi à voyager. Donc du coup, tu t'es fait combien de pays entre, le 5e mois et l'accouchement? Je crois que j'en ai fait 5 ou 6, je sais plus. Ouais, Trop ouais, non, on cool. était tout le temps quelque part, on était tout le temps quelque part. Mais tu reviens à partir quand même du 2e ou 3e trimestre, je me rappelle plus, il y a quand même pas mal de rendez-vous médicaux à prendre. Comment ça se passe le suivi de la grossesse en Angleterre? Alors, le suivi est très light par rapport à la France, c'est-à-dire que j'avais une écho donc premier trimestre, donc à 3 mois de grossesse, une deuxième à 5 mois de grossesse, et ensuite il n'y a plus du tout d'écho. Donc voilà, il n'y a pas la troisième écho comme on a en France. Et moi, je voyais des sages-femmes, donc j'ai jamais vu de gynéco-obstétricien, c'était toujours des sages-femmes. Et il y avait, voilà, je les voyais 2 temps. Vers la fin, effectivement, le dernier mois, je les voyais toutes les 2 semaines. Et les 2 dernières semaines, peut-être toutes les semaines. Mais sinon, c'était franchement très light, hein, c'était très léger, on ne se voyait vraiment pas souvent. Et moi, ça m'allait très bien. Et donc, le système rapidement, le système, médical au UK, c'est public? Je veux dire, tu as rien payé de ta poche à part Non, peut-être, ouais, même tout est pas? Rien du public. tout? Je n'ai absolument rien payé et je ne vois aucune facture surtout. Je n'ai vu aucune facture, rien du tout. Tout est. C'est cool. Ouais, il n'y a pas de paperasse à faire. C'est génial, il n'y a pas de Rien de paperasse à technique. faire. C'est trop bien. On en arrive au jour J. Hélène, que se passe-t-il avant l'accouchement? Comment tu te rends compte que tu es en train d'accoucher? Tout simplement parce que j'ai des contractions à 1 heure du matin, la nuit, et que j'ai eu ces contractions pendant toute la journée toute la journée qui a suivi. Donc, et j'ai accouché le lendemain à 1 heure. Donc voilà, pendant 24 heures, j'ai eu des contractions. Et donc, moi, je suis restée à la maison jusque vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que voilà, vers la fin de journée, effectivement, là, c'est là où ça commençait à être vraiment, vraiment douloureux. J'ai pris un bain, j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait, mais je pense que j'ai attendu vraiment le dernier moment, parce qu'après j'ai pris un Uber, j'étais au bout de ma vie dans le Uber, le pauvre, je pense qu'il n'était pas très bien non plus. Et quand je suis arrivée à la maternité, j'étais vraiment, vraiment très mal. Là, les contractions étaient vraiment, vraiment très fortes. Et après, donc ils m'ont mis dans une salle très bien. Moi, j'avais besoin d'être toute seule, de pas parler, donc je faisais beaucoup de mouvements en fait de yoga qui m'ont beaucoup aidé, de respiration. Et à un moment donné, en fait, je pousse. Et je pousse quelque chose et je pensais que c'était le bébé. Et je mets ma main et en fait, c'était un sac rempli d'eau. C'était ma poche des os, en fait, que je poussais. Je Oh la pensais pas qu'on vache. pouvait pousser sa poche des os, en fait. Ouais, Et donc, du coup, bah, ils me l'ont percé. percé. Ils me l'ont percé. Est-ce qu'ils te proposent quand même de te faire une péri ou pas du tout? Bah, comme je l'ai demandé, je l'ai demandé à la deuxième sage-femme, elle finit par la demander pour moi, et elle revient, elle me dit que non, c'est pas possible en fait, parce que l'anesthésie s'est déjà occupée, et donc elle pourra pas s'occuper de moi. Oh En purée. gros, c'était Sympa. ça. Donc, devait y en avoir qu'une, hein, faut croire qu'il n'y en avait qu'une dans l'hôpital, et donc voilà. Donc j'ai accouché sans péridurale. C'était pour un premier un peu dur. Je trouve ça quand même vachement incroyable qu'ils te l'aient pas
proposer plus rapidement enfin Alors, je pense que certaines femmes l'ont, parce que ça, c'est pas tout. Il y a beaucoup de femmes françaises, surtout les européennes, qui la demandent, hein, et qui l'ont, la péridurale. Mais je pense qu'elles ont peut-être plus insisté que moi. Moi, j'ai naïvement pensé qu'en le demandant une fois, j'avais pas besoin de répéter 40 000 fois que la personne allait venir, en fait. ouais, ouais. Mais faut croire qu'elle était pas très douée, ma sage-femme. La première qui s'occupait de moi était vraiment pas douée, pour le coup. La deuxième a été géniale. Et donc, c'est la deuxième qui était géniale qui l'a demandé, mais voilà, c'était pas possible. Et donc du coup, au UK, rapidement, quand le bébé sort, est-ce qu'ils te le mettent directement sur la poitrine ou est-ce qu'ils vont directement te le nettoyer, faire les tests? Parce que je sais qu'aux US, par exemple, et tu dois le savoir, genre ils te le laissent au moins 30 minutes à faire du pot à pot dès qu'il sort de ton ventre, en fait. Ouais. Bah non, parce que bah ouais, ils font pareil au UK, puisque de toute façon, ils sont très pro-nature. Ok. Donc, ouais, ils te le mettent sur toi et ils le mettent ensuite sur le papa. Qu'est-ce qui se passe après à l'hôpital? Combien de temps tu restes en fait à l'hôpital en Angleterre? Alors, moi, je suis restée 24 heures. 24 Non, non, heures? non, non, j'exagère. J'ai accouché à 1 heure du matin. Donc, non, on m'avait proposé de me faire partir le soir même à 21 heures. Et c'est moi qui préférais rester au moins la première nuit au cas où, en me disant, sait-on jamais, voilà. Je suis sortie le lendemain après-midi. Mais même s'ils te proposent quand même de partir après, même pas sous 24 heures, comment ils arrivent à mettre en place l'allaitement, à s'assurer que, Ben, c'est ça. que le bébé va bien, qu'il n'y ait pas de jaunisse, Alors, si, ils font comment? les tests, parce qu'en fait, moi, quand j'avais accouché à 1 heure du matin, après, voilà, ils font tous les tests qu'ils sont censés faire, ils le font la matinée. Il n'y a pas de bain. Ça, par contre, on lave pas le bébé. Ils te recommandent pas de le laver la première semaine. Et puis, de toute façon, je suis pas dans une chambre. En fait, je ne suis pas dans une chambre que je partage avec quelqu'un. Je suis dans une espèce de couloir séparé par des Un, rideaux. On est tous à la... un couloir? Ouais, c'était un peu comme un couloir, parce qu'il n'y avait pas de porte. Donc, j'entendais tu sais, les infirmières qui sont sur leur PC à l'accueil, quoi. En fait, d'une certaine... C'est un peu... C'est difficile Ouais. C'est un dortoir avec des Voilà, bébés, des mamans, exactement. à la queue Voilà, leu-leu, très on sympa. est toutes séparées par des rideaux, en fait, et j'ai même pas un lavabo. Voilà, il y a une salle de bain, enfin une espèce de salle de bain qui est au bout du couloir. Voilà, mais on n'a pas du tout de chambre, tout ça. Donc moi, de toute façon, j'étais contente de rentrer chez moi. Et puis ça te permet quand même de rester moins longtemps à l'hôpital et donc moins de germes et compagnie. Donc t'as quand même le suivi à la maison qui est sympa. Donc du coup, la sage-femme, quand elle vient chez toi, elle vient juste peser le nouveau-né, elle s'assure que tout se passe bien à la maison, enfin, à quoi il ressemble globalement le suivi à la maison? Alors, il y a le suivi qu'ils font vis-à-vis de toi. Donc, ils checkent tout cicatrise bien si tu as eu des points de Oui, suture, ce genre de choses. oui. Il y a un soutien, on te pose des questions psychologiques. Voilà, ça va être sûr que tu fais pas un postpartum depression, tu vois. Mhm. Donc ça là-dessus c'est bien aussi. Et puis il pèse le bébé, et voilà, il pose des questions sur l'allaitement, comment tu te sens, tout ça. Donc moi j'ai trouvé, je sais qu'il y a certaines mamans françaises qui n'apprécient pas forcément, qui n'ont pas apprécié. Moi j'ai trouvé ça bien. Moi j'ai franchement trouvé ça chouette parce qu'ils te donnent aussi les coordonnées de plein de groupes où il y a d'autres mamans. Enfin voilà, il y a vraiment tout un... Je trouve qu'il y a un bon soutien là-dessus. Voilà. Ouais, donc il y a quand même une communauté qui se met en Ouais, place il y a une derrière. vraie communauté. Franchement, pour après avoir accouché aux États-Unis, j'ai pas eu ce sentiment de communauté derrière. Je l'ai eu vraiment plus à Londres. Et du coup, vous avez mis en place un allaitement. Comment ça s'est passé si tu veux mettre en place ton allaitement en Angleterre? Alors déjà, pendant que tu es enceinte, tu peux faire des petits... t'as des trucs, des groupes d'allaitement où ils t'expliquent avec un bébé. Mais bon, moi, je trouve que ça m'avait pas trop aidé parce qu'une fois... Enfin, c'est jamais pareil une fois que tu as le bébé, le vrai bébé sur ton Ah, c'est sein. sûr que la théorie Et et la pratique, il y a quand même... voilà. Donc moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça, surtout que voilà, je dirais que c'est peut-être la chose que je trouve qui est pas terrible, c'est que j'ai eu plein de sages-femmes qui m'ont toutes donné des conseils différents. Donc en fait je savais jamais, je comprenais pas, hein, qu'on me disait non tu le tiens pas bien, ou il faut le tenir comme ça, mais non. Et ils se contredisaient en Hmm. permanence. Donc c'était compliqué, ils prenaient pas de lait, et en fait ils prenaient pas beaucoup de lait, on s'est rendu compte au bout d'un mois, le pauvre quand Ouais. même. Il avait pas repris au bout d'un mois, il avait pas repris son poids de naissance, donc ce qui est pas normal au bout d'un Ça n'a mois. pas Et alerté pourtant je le les mettais... docteurs? Ben, alors ils essayaient tout, on a tout essayé, c'est pour ça qu'ils venaient me voir très régulièrement, mais ils m'ont jamais dit donnez-lui le biberon. Ouais. Parce que c'est pareil, hein, et donc ils sont très pro allaitement là-bas. Donc ils m'ont jamais proposé l'allaitement. Fallait pas non plus que je tire mon lait, soi-disant qu'il fallait attendre que l'allaitement soit mis en place. Il fallait attendre 6 Ah bon? semaines. Donc Ils t'ont même pas proposé une ouais, pompe?
Enfin, un Non, tiers-lait, ça, pardon. ils veulent pas proposer avant que l'allaitement soit bien mis en place, pas avant un mois et demi. Donc du coup, j'étais vraiment un peu désemparée vis-à-vis de ça parce que il reprenait. Donc c'était mon seul stress, je dirais, Ouais. vraiment, c'était qu'il Ouais, ouais. reprenait pas de poids. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais en fait pas beaucoup de lait, tout simplement. Et en fait, c'est bien pour ça que mes seins n'ont quasiment pas grossi pendant cette grossesse. C'est qu'en fait, j'avais pas assez de lait. Et à partir du moment où, au bout d'un mois, il reprenait pas son poids, j'ai décidé de faire du mix, donc de lui donner le biberon et le sein. Et là, d'un coup, c'était La voilà, c'était renaissance. génial. Ouais, ouais. Ouais, j'oublierai jamais sa tête la première fois que je lui ai donné le biberon. Il était super heureux. Un grand sourire après avoir bu le biberon parce qu'en fait, je l'ai pas assez nourri pendant un mois, le Oui, oui, pauvre. non, mais je pense qu'il dans tous les cas, il faut vraiment se déculpabiliser de l'allaitement, de genre, est-ce que c'est le lait maternel, est-ce que c'est le lait artificiel. Du moment que le bébé il est en bonne santé et qu'il mange, c'est tout ce qui Oui, compte, voilà, quoi. c'est Donc, ça. C'est ça. est-ce que ta famille est venue te voir du coup à Londres à la suite, ou est-ce que tu es rentrée en France? Comment ça s'est passé après pour toi derrière? Ma mère est venue à l'accouchement. Donc elle était là à l'accouchement. Elle était pas avec moi, mais elle était à Londres à ce moment-là. Et elle est restée 3 jours après. Et ensuite, je pense que je suis retournée en France, peut-être quand Louis. Enfin, si j'ai eu mon papa qui est venu, j'ai eu mon frère, oui, mon frère, mon papa et mes sœurs sont venus. Et ensuite, je suis rentrée en France, je pense quand Louis avait 3 mois ou 4 mois. Enfin, quand j'ai eu son passeport, en fait, Oui. tout simplement. Quand on a pu voyager, quoi. Il me semble qu'il avait 4 Tu mois. prends tes valises et tu pars voyager avec Adam et Louis? Voilà, c'est ça. Louis a beaucoup voyagé. Ouais, ouais, tout voyagé. Il a beaucoup voyagé aussi. Il a fait plein de. Il a fait plein de pays. Il a eu la chance de pouvoir partir en lune de miel avec nous à Bali. Oh là là, quel pauvre Non, non, bébé. quel pauvre bébé, voilà. Et là, non, non, il a vraiment fait. C'était vraiment un petit traveler. Voilà, il a bien voyagé. Bah oui, parce que du coup, sa première année, il a pris combien de fois l'avion à peu près, tu te rappelles? Il a fait 9 pays la première année. Oh, la vache. Mm. Donc tu ne reprends pas d'activité professionnelle? Non. Alors, je reprends pas d'activité professionnelle. En fait, je me dis, j'ai pas envie de retourner dans le domaine dans lequel je suis, donc qui est comme marketing. Et je savais que je voulais faire quelque chose sur le sommeil. J'étais passionnée par le sommeil voilà, depuis très longtemps. Adam, pendant cette année-là, voyageait beaucoup pour aller aux États-Unis pour son boulot. Et puis, je me suis dit, bah attends, si tu es très régulièrement, que ce soit à New York ou à Chicago, bah, pourquoi on partirait pas aux États-Unis? Et au moment où on part aux États-Unis, moi j'étais enceinte, je tombe enceinte de Raphaël. Mais non. Voilà, c'est ça. Donc t'avais pas d'appréhension à te dire, bon bah je vais potentiellement être enceinte aux États-Unis? Alors, moi, ce qui me stressait, c'était combien ça allait me coûter, cette histoire. Ouais. Parce que je savais que Ça c'était. stresse tout le Voilà, monde. je savais que c'était pas gratuit. Et du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'est marrant parce que j'ai appris à New York quand on était parti en voyage pour regarder un peu les quartiers. Donc, on n'avait pas encore déménagé. Et donc, j'ai appris que j'ai fait le test de grossesse à New York. Donc, c'était mignon. Et non, donc c'était vraiment, je me suis mis sur plein de groupes Facebook de parents à New York pour essayer de comprendre. Et là, il n'y avait pas une personne qui m'a dit que c'était gratuit. C'est-à-dire, tout le monde m'a dit ça va te coûter entre 5 000 et 7 000 dollars en fonction de ton Ouais, ouais, assurance. ouais. Mais en fait, ce qui s'avère, c'est qu'en fait, on a eu une super assurance par le boulot d'Adam d'expat. Donc en fait, la question c'est pas posé pour ça. Mais ça, sur le coup, je ne le savais pas. Donc c'était vraiment le petit D'accord. stress que j'avais au début. Voilà, donc ça, c'était déjà ça. C'était tout ce que je Ouais. savais, c'est qu'il fallait que je trouve un gynéco qui fasse partie voilà, de ce groupe pour l'assurance. C'était Oui. voilà, le seul petit challenge, quoi. J'imagine que tu fais la première écho aux États-Unis? C'est ça, première écho aux États-Unis et après, première écho, la première d'une vingtaine de 20 ou je sais pas combien d'échos j'ai fait, mais alors là pour le coup, rien à voir avec Rien à voir avec les rien à voir UK? avec les UK, voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de suivi quoi. Il y a un suivi même parfois où ça en devient ridicule parce qu'on me fait venir en permanence juste pour me peser, prendre ma tension et faire pipi quoi dans le petit gobelet. Donc bon, c'est vrai que quand on poirote 1 heure dans la salle d'attente pour ça, alors qu'avec un gamin de 2 ans qui court partout, qu'on n'arrive pas à garder assis sur une chaise, c'est vrai que pour le coup, Ouais. moi, ça m'a vraiment agacée. Parce que souvent, je dis vraiment, je viens pour ça, en fait. Mais c'est juste que voilà, on reste sur un marché capitaliste avec de l'argent en jeu à récupérer. Donc, C'est un vrai business. Ça, par contre, je l'ai vraiment ressenti, ce côté. Alors après, je pense que ça dépend évidemment de ton gynéco, tout ça, mais moi, j'ai pas eu ce côté très humain.
de la part de mon gynéco. Il y a eu vraiment le côté business. D'ailleurs, il m'a dit, au moment où j'ai accouché, il m'a dit bon bah maintenant, vu que je te perds comme cliente, tu m'envoies une de tes copines. Voilà ce qu'il m'a dit quand même. Très ça, sympa, ça, le ça gars. voulait tout dire. Il était rattaché à quel hôpital, ton gynéco? Mount West. Je pense que ça doit dépendre quand même des hôpitaux, hein. Ouais, ça Parce doit que j'ai pas eu dépendre. la même chose à la NYU, hein. Ouais. Enfin, je l'ai trouvé en tout cas beaucoup plus humain. Ouais, mais après, bon, moi, c'était, Mais c'était mon gynéco-obstétricien qui était comme ça. Mais le ouais. problème, c'est que j'ai pas osé en changer puisqu'il vit dans mon immeuble. Je m'en suis rendu compte qu'après. Mais du coup, je me sentais vraiment mal parce que je me suis dit, si je le croise dans l'ascenseur, voilà, Ça va être ça gênant. va être gênant. Voilà, exactement. Mais en fait, j'ai l'impression que tu rencontres les gens, ils habitent toujours en haut de chez toi. Ok. Hélène, on y retourne. Comment se passe le déclenchement de l'accouchement de Raphaël? Alors, j'ai eu des contractions dans la nuit. Donc, je me suis dit, c'est voilà, à 3 heures du matin. Je me Ah, suis dit, à 6 heures du matin, je devrais aller à l'hôpital. Dans ma tête, avant midi, il était né. On a toujours dit le deuxième, il arrive beaucoup plus rapidement. Donc elle me dit, on va pas retourner pour 24 heures quand même dans cette histoire. Donc, donc j'ai eu des contractions de 3 heures, à partir de 3 heures du matin. Et à 10 heures, j'ai perdu les os à la maison. Et donc là, par contre, quand on perd les os, bah, on va à l'hôpital, hein. Il n'était pas ouais. question d'attendre. Pourtant, j'avais pris mon petit bain avant, j'avais refait ma petite méditation, tout le bazar. Mais j'avais perdu les os. Et donc, du coup, je suis allée à l'hôpital qui se trouve en face de la maison. Donc, Oh bah ça va. Pas de alors, Uber. non, pas de Uber. Mais en fait, quand il faut marcher que 5 minutes, on se dit ça va. Mais 5 minutes en étant trempé avec du liquide qui coule sur vos Oh, jambes et des contractions, eh ben, ces 5 minutes, elles paraissent super longues, en fait. ça paraît pas fun du Voilà, en tout. fait, je pense que j'aurais préféré me poser mes fesses dans une voiture et qu'on m'amène jusqu'à la porte de l'hôpital, Ouais, tu vois. ouais. Et donc, je suis arrivée et ils m'ont mis dans une salle Mhm. avant la salle de l'accouchement pour me sculpter tout ça. J'étais pas très dilatée, il me semble. J'étais dilatée à 2 ou 3, enfin, j'étais pas vraiment dilatée. Ok. Et Adam, il était ensuite, avec toi? oui, oui, Adam était avec moi et ensuite, Et ils m'ont mis en Louis? salle d'accouchement. Ah, Louis, il était avec ma maman. Ma maman était venue Ah, pour pouvoir le garder. ok. Bon. Parce que j'allais me dire comment tu peux garder un petit du coup quand t'es toute seule à l'étranger et qu'il y a pas Ouais, ta bah, famille c'était un avec petit toi. stress quand même. Ouais. C'était vraiment un petit stress pour ça, parce que surtout si ça atterrit en plein milieu de la nuit, est-ce que tu vas déranger une copine? Enfin, surtout si elle habite pas à côté, enfin, c'était pas évident. Donc tu me disais, ils t'ont mis dans une salle. Qu'est-ce qui se passe après par la suite? Est-ce qu'il y a une sage-femme? C'est directement le gynécologue qui vient te voir? Comment ça se passe pour toi? Alors oui, il y a des sages-femmes tu vois, qui font les contrôles, qui vous auscultent, qui regardent tout ça. Ils appellent le gynéco. Donc, bah, coup de bol, il est dans mon immeuble. Donc, il est à 5 minutes à pied. Donc, il n'a pas d'excuses, le pauvre. T'es pas allée sonner chez lui? Salut! Oui, finalement, j'aurais pu faire un accouchement à la maison. Il était sur place. Chez lui. Voilà, c'est ça. Donc non, il arrive, il m'auscule, tout ça, et il me demande, du coup, là, on me demande si je veux la péridurale. Et donc, je dis oui, mais on m'a quand même pas demandé quand je suis tout de suite arrivée, ce qui fait que j'ai quand même eu des contractions pendant très longtemps. Et donc, quand ils m'ont posé la péridurale, en fait, Raphaël est né 10 minutes après. Donc, Ok. je l'ai vraiment quasiment pas, Oui, enfin, t'as pas eu le ça temps n'a de la pas fait grand. sentir. Ouais, ouais. Alors un peu quand même, et là par contre je reconnais que c'est vraiment le fait de pouvoir être allongée et de rien sentir, être en mode relax. Et ça par contre, ça m'a vraiment perturbée parce qu'en fait quand tu accouches sans péridurale, tu as une vraie maîtrise de ton corps. Tu as une vraie maîtrise de ta respiration, de tout, tu sens, en fait personne te guide. Tu te guides toute seule parce que tu sais, tu sens, c'est instinctif. Quant à la péridurale, eh ben, c'est plus du tout instinctif. Alors après, ça dépend comment elle est dosée, tout ça. Mais Ouais. en comparaison, vraiment en comparaison purement avec ou sans, c'est pas du tout la même expérience. Par contre, évidemment, j'ai pas pu me lever tout de suite après, on m'a mis dans une chaise roulante. Ça, c'est pareil. Ouais. Une fois que j'ai eu le premier, Louis, j'ai accouché. Pourtant, j'avais eu une petite déchirure, donc j'avais eu des points de suture, mais je me suis levée, hop, j'ai marché direct, hein. J'étais nickel. Là, ça m'a fait bizarre de pas sentir tout de suite mes jambes. C'est revenu assez rapidement, hein. Et en plus, ça, comme pour cet Ouais. accouchement, il est passé comme une lettre à la poste. C'était génial. C'est-à-dire que l'après-midi, j'étais debout et moi, je voulais partir le soir même, hein.
D'accord. Ah oui, parce que tu as accouché à midi, donc tu voulais partir à 21h? Ouais, moi je voulais partir le soir même. On m'a dit non, 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 attendez, il faut rester quand même, vous repartirez demain matin. Donc j'avais négocié, ils m'ont dit c'était 24 heures, donc j'avais accouché à 12h43. J'avais dit, et ben le lendemain à 13h, je suis dehors, les gars. Donc ils font pareil qu'au UK, dès que le bébé sort, ils te le font en peau à peau, ils Ouais. te... Oui, c'est pareil, il y a eu le pot à pot. L'allaitement, pour le coup, là, s'est mis en place beaucoup plus naturellement. Ça s'est bien passé. J'avais pas de, voilà, je savais comment faire, donc ça, c'était chouette. Et non, en fait, tout s'est très très bien passé là-dessus. Moi, j'étais en pleine forme. J'étais vraiment, j'étais bien, j'étais contente. Et ils vous demandent, oui, ils veulent vous faire voir des vidéos, tout ça. Il y a des groupes de soutien. Et moi, on m'avait dit, comme j'avais déjà eu un enfant, tu as le droit de refuser. J'avais pas envie, j'avais pas besoin de voir la vidéo où on secoue son enfant et qu'il faut pas le faire, blablabla. Mmh, J'avais pas du tout envie de perdre mon temps avec tout ça, donc j'ai décliné toutes leurs demandes. oui. Voilà, et puis donc je suis sortie le lendemain, quoi. Est-ce que tu te rappelles si l'hôpital t'avait fourni en couche pour le bébé ou genre, je sais pas, les protections une fois que tu as accouché ou les choses comme ça? Alors en Angleterre, non, on te donne absolument rien, même pour soi. C'est-à-dire quand même, j'avais quand même eu des points de suture, on m'avait absolument rien donné. Donc c'était débrouille-toi. Donc je me D'accord, suis oui. dit que ça allait être pareil pour ici. Je me suis même pas posé la question. Donc pareil, moi j'avais tout acheté, mes petites crèmes, mes machins, mes pâtes, enfin tout au cas où il y a besoin. Ouais, Et en fait, il s'avère que d'une, je n'en ai absolument pas eu besoin, mais qu'ils vous donnent absolument tout. Et ça, c'est c'était vrai, génial. On nous donnait c'est même vrai. des couches et des bodys pour le bébé. Enfin, franchement, tu peux arriver sans avoir ton sac de maternité et c'est Bah oui, pas, tu fais tes voilà, courses. c'est pas la fin du monde, hein, loin de là. Donc, non, en même temps, vu ce qu'on paye, ils peuvent. Ouais, Voilà, faut aussi ouais, voir les ouais, choses ouais. comme ça. En Angleterre, c'est Faut gratuit. rentabiliser un Voilà. peu le truc, Quand hein. on paye une fortune, ils peuvent bien. Moi, j'avais l'impression d'être traitée comme une princesse, hein. C'était vraiment ça. Est-ce que tu avais présenté Raphaël à Louis à l'hôpital ou tu as attendu de rentrer à la maison et de faire la rencontre directement chez toi? Alors, non, j'ai voulu faire la rencontre à la maison parce que je sais plus pourquoi, en fait. Parce que je suis restée que 24 heures. Ma maman était venue l'après-midi pour me voir, donc je me suis dit, non, non, on va ramener le petit à la maison. Et donc, voilà, on lui a présenté Raphaël, il était tout content. Non, vraiment, il a vraiment bien pris. Après, voilà, encore une fois, c'est sa personnalité. C'est un garçon qui est très doux, qui est très dans l'affectif, les bisous, les câlins. Et il était vraiment super Oh, content d'avoir son petit frère. Donc, ça, c'était vraiment chouette. trop chou. Donc du coup, ta mère, elle est restée combien de temps, après que tu sois revenue à la maison? Elle est restée 5 jours. En fait, elle était venue 2 semaines, mais comme d'habitude, j'ai dépassé ma due date de 5 jours. Du coup, Pauvre. ça a raccourci un petit peu son temps à la maison pour pouvoir m'aider. Mais bon, c'était toujours mieux que rien de toute façon. Oui, c'est clair. Et Adam, il a pris un congé parental ou il a rattaqué directement le boulot? Alors non, il n'a pas pris de congé parental, mais en fait, il fait un peu il fait un peu ce qu'il veut avec son emploi du temps, quoi. Sauf quand il a effectivement besoin d'y aller pour voir un client, mais il peut travailler de la maison très facilement. Donc de toute D'accord. façon, il était quand même très présent. Parce que j'imagine, 2, ça doit changer. Oui, surtout quand on Surtout avec allait, un petit. surtout l'allaitement. Ouais. C'était plus ce côté, surtout si on doit pomper derrière. En fait, c'était plutôt ça qui était plus compliqué. C'était qu'il fallait que je tire mon lait. Et quand on tire son lait, ça prend du temps finalement. Quand on doit le faire plusieurs fois par jour, il faut être à la maison. Donc, du coup, on peut pas être au parc Ouais. avec ses enfants, quoi. Donc je me souviens qu'au UK, ils t'avaient proposé d'attendre un mois pour tirer ton lait. Comment ça s'est passé, à New York? Est-ce que, ils t'ont donné directement un tire-lait ou est-ce que tu as eu les mêmes, problématiques? Alors là, du coup, j'étais préparée. Donc, je me suis dit, j'avais pris, effectivement, j'avais déjà un tire-lait. Et dès le lendemain, donc, où Raphaël est né, où il faut aller voir le pédiatre, je lui ai tout de suite dit, voilà, avec le premier, j'ai eu ce souci, j'avais pas assez de lait. Ça m'étonnerait que le deuxième, ça soit mieux parce que mes seins sont pas plus gros. donc, il m'a dit, pas de problème. Et j'ai suivi un peu un protocole. J'offre le sein, je tire mon lait, ce que je tire, je lui donne, et voilà. Donc voilà, c'était compliqué, mais en même temps, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis encore une fois, moi, je comptais, je voulais allaiter. Après, j'avais pas de Mmh. problème à faire du mix, j'étais pas contre le biberon ou quoi que ce soit, mais je voulais allaiter le plus possible, quoi. Voilà, c'était quelque chose Ouais, ouais, qui me ouais. tenait à cœur, donc je l'ai allaité pendant un peu plus de 3 mois, et puis après, j'ai directement fait, j'ai continué au biberon parce que quand on a quasiment pas de lait,
Après, c'est compliqué, quoi. Si j'avais eu du lait, j'aurais continué, quoi. Oui. Bon, écoute, tu as fait de ton mieux et je pense que ça reste, l'essentiel. Oui. Aux États-Unis, on a toujours ce cliché où il y a un des parents qui, malheureusement, à partir du deuxième enfant et à cause du prix, de la crèche ou de la nanny, doit mettre de côté son travail parce que c'est trop cher et ça vaut pas le coup, en fait, de continuer de travailler parce que tes dépenses sont plus onéreuses que ton salaire et en général, malheureusement, c'est les femmes qui s'y collent. Est-ce que toi, tu trouves que c'est possible d'arriver à bosser en tant que nana en ayant 2 enfants à sa charge? Oui, tout est possible. Est-ce que c'est facile? Non. Après, c'est aussi, je Ouais. fais quelque chose qui me plaît, où je suis passionnée. Voilà, je suis passionnée par le sommeil, ça me plaît, j'ai envie de pouvoir aider les gens là-dessus. J'ai besoin d'avoir quelque chose pour moi, j'ai besoin d'avoir voilà, mon travail, ma passion, quelque chose que je fais à côté. Et c'est ce qui me permet d'être une bonne maman finalement. Parce que je vois bien, quand j'arrive à travailler pendant la sieste, dès que je se réveille, ben, je suis de bonne humeur parce que j'ai fait quelque chose pour moi. Ça fait partie de moi. Et oui, je pense on peut faire les deux. C'est une super organisation. C'est un mari qui aide, mais encore une fois, c'est pas le mari ne doit pas aider. On fait un enfant à deux. Mmh. Je dis pas vraiment merci parce que c'est super ce que tu as fait. C'est non, merci d'être occupé des garçons. J'ai pu bosser. Merci. Mais c'est Ouais, normal. Voilà. Après, je comprends tout à fait ces femmes qui restent à la maison parce que de toute façon, une ville comme New York où tout coûte extrêmement cher, ben, ouais. finalement, surtout si on n'est pas fan de son boulot, pourquoi se rajouter du stress, des complications, à être arrivé à l'heure à la crèche, tout ça, pour finalement ne pas avoir plus d'argent sur son compte à la fin du mois, puisque tout est réversé à la crèche. Ça n'a aucun intérêt. Comment ça se passe maintenant à la maison avec les 2 petits garçons? Comment tu essayes d'inculquer ta culture française, immergée dans une culture, anglophone? Est-ce que tu as Alors, des trucs et astuces, par exemple? Parce que on sait très bien que c'est pas évident de parler français, par exemple, quand ton époux ne parle pas nécessairement la même langue que toi. Donc, comment tu essayes de mettre en place un peu ton éducation à la française et est-ce que tu as des petits tips à nous donner? alors, quand effectivement il y a un couple avec deux langues, on dit toujours qu'il faut que le parent parle sa langue, donc il faut vraiment, je me force à parler qu'en français, puisque je parle en anglais avec Adam, mais donc aux garçons, je leur parle que français. Du moins, j'essaye parce que c'est pas Ouais, forcément, c'est pas c'est pas évident forcément un de réflexe pour moi. un monologue, Voilà. c'est compliqué. J'essaye, voilà, quand il veut regarder la télé, un petit dessin animé, bah, de mettre en français. Voilà, je lis les histoires du soir qu'en français. Par contre, ça, c'est un truc. Et puis, c'est OK. surtout qu'en plus, je sais pas pourquoi, je j'ai pas de problème à parler en anglais, à lire un roman en anglais, mais lire une histoire d'enfant en anglais, alors bien sûr, hein, pas le truc où il y a qu'une seule phrase, mais quand c'est une vraie histoire, ben, parfois, j'ai pas l'intonation, j'ai pas la bonne prononciation ou quoi. Donc, en fait, ça me frustre plus qu'autre chose. Donc, je lis toujours en Ouais. français. Donc, voilà, c'est le papa fait l'histoire en anglais, moi, je fais l'histoire en français. Après, je garde tout ce qui est les petites fêtes comme la galette des rois, la chandeleur. Après, on essaye de rentrer effectivement en France au moins tous les ans. Voilà, tout ce qui est FaceTime avec la famille pour essayer de parler français. Donc Mmh. après, si on a la possibilité de les mettre en école bilingue, tant mieux. Voilà, c'est encore une fois, c'est un coût, mais ça peut permettre d'aider un petit peu, de faire en sorte qu'ils rencontrent des petits copains ou qui sont dans la même situation. Ça aussi, c'est bien de faire des playdates avec d'autres petits Français. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est là où la communauté française que tu as voulu rejeter en te disant: «Bon, bah, moi, je suis expatriée, j'ai pas nécessairement envie d'être entourée de Français, je veux être, dans la culture américaine» et c'est là où, en ayant des enfants, tu te dis: «Attends une seconde, je vais peut-être avoir besoin de mes patriotes pour améliorer un peu le langage de mes enfants». Oui, ah bah oui, tout à fait. Moi, pour le coup, c'était vraiment mon cas où en Angleterre, j'avais quasiment aucune copine française, je ne le souhaitais pas. Ouais. Et même ici, mais ici, si, quand même, j'ai rencontré quand même des mamans françaises, beaucoup plus qu'à Londres finalement, alors qu'il y en a énormément à Londres. Mais effectivement, c'était sûrement parce que j'avais Louis et que je cherchais ce qu'il puisse avoir des petits copains, copines avec qui parlaient en français, quoi. Quel conseil t'aurais à donner à une maman qui est dans un cas similaire au tien, où elle est expatriée pour, suivre entre guillemets le la carrière de son mari avec 2 enfants à sa charge? Quel conseil t'aurais à donner à cette maman qui, par exemple, est sur le point de s'expatrier avec son mari à l'étranger ou, a la volonté de? Qu'est-ce que tu lui conseillerais vraiment à cette nana?
Alors, je dirais que déjà, en fonction du pays dans lequel on compte s'expatrier, faut rechercher. Moi, c'est ce que j'avais fait avant d'arriver à New York. J'avais regardé tous les groupes Facebook, en fait, les familles françaises à New York. Et en fait, j'ai posé beaucoup de questions. Parce que comment le système scolaire fonctionne. Enfin, il y a tellement de choses à savoir. Et ça va être vos meilleurs alliés parce que finalement, ils vont vous donner plein de conseils. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des mamans qui ont discuté avec moi. Et quand je suis arrivée sur place, j'avais déjà entre guillemets des copines à aller voir, aller boire un café, puisqu'on Ouais, on s'était déjà parlé via réseaux sociaux, et elle m'avait vachement aidée, ne serait-ce sur même les quartiers, par exemple, c'est compliqué de savoir dans quel quartier aller, où se trouve le réseau français, tout ça. Donc c'est vraiment faire tout ce travail en amont. C'est super parce que vous allez arriver sur place et vous allez pouvoir épater votre mari parce que vous savez déjà presque tout. Et après, ne pas aussi avoir peur, je dirais, d'aller vers les gens de cette culture. C'est vrai que parfois, j'ai aussi, moi, à Londres, j'ai rencontré quelques Français qui finalement restaient qu'entre Français et n'avaient pas du ouais, tout d'amis anglophones ou quoi. Et je trouve que c'est un peu dommage finalement, parce que c'est un peu le but de l'expatriation. Si c'est pour refaire exactement sa vie de Paris à New York, à Londres, à Singapour, à vouloir manger exactement le même fromage, le même truc, enfin, je suis c'est pas le d'accord. but. Ouais, ouais, Franchement, c'est je pas le suis but. d'accord. Euh, si vous êtes là que pour quelques années, eh ben, essayez de rencontrer les gens du pays. Après, ça colle ou ça colle pas parce on est vraiment différents. Et donc, sur certains trucs, on voit pas les choses de la même façon, surtout sur l'éducation. Donc, ça, c'est des trucs, on vit l'expérience à fond. Voilà. Et pas que français, French communauté dans la ville. Donc, Oui, voilà. Je trouve que c'est vraiment essayer de faire les deux et pas de se dire, oui, mais il y a des blocages de la langue. On s'en fiche, vous essayez, puis après, voilà, ça passe pas, de toute façon, c'est comme ça avec tout le monde, de toute façon. oui. Et puis en général, enfin, il y a des groupes pour les communautés françaises, mais aussi des groupes par quartier pour Exactement. si tu veux te mettre en contact avec une autre maman ou un autre papa qui vit dans le même quartier que toi et aller prendre un thé ou un verre, c'est très rapide, quoi. C'est très rapide, et puis en plus, j'ai envie de dire, on a un avantage, c'est que les Frenchies, ils adorent. Mais j'ai vraiment C'est partout vrai. où je vais, les Frenchies, parce qu'on s'imagine que on est tous, voilà, tout le monde est romantique, Paris, enfin voilà, déjà, vous dites français, ils pensent qu'à Paris, ils pensent pas qu'à d'autres villes. Donc, C'est sûr. donc déjà, voilà. Mais tout de suite, l'accent, tout, ils adorent. Voilà. Donc, peu importe ce que vous dites, vous êtes Frenchie, donc ça passe bien. Voilà. Et au pire des cas, si ça passe pas, bah, vous dites juste que vous êtes C'est pas française et que grave. voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc, moi, je m'en suis toujours un peu servie. Et je trouve que c'est chouette quand même. Voilà. Comment tu imagines maintenant la suite? Est-ce que tu vas poser un tout petit peu tes valises à New York pendant les prochaines années? Ou est-ce que tu as envie d'essayer une autre ville ou potentiellement un autre pays? Comment tu imagines les 5 prochaines années maintenant avec tes 2 petits garçons? C'est une question qui est compliquée pour moi parce que je change d'avis très régulièrement sur le sujet. Alors déjà, la, la possibilité de pouvoir rester puisqu'on est sous un visa et que c'est pas en fonction de ce que nous on veut, c'est en fonction de ce qu'on nous C'est vrai. accorde. Donc déjà ça joue. Maintenant, j'ai encore envie de faire quelques années à New York parce que c'est passé super vite, surtout quand on a des enfants et que je viens de lancer mon business, que j'ai envie de pouvoir voilà, faire quelque chose ici à New York. J'aimerais bien pouvoir peut-être déménager en Californie parce que ça serait l'idéal. On serait au milieu de la France et de Sydney. Donc, il n'y aurait qu'un avion à Ouais. prendre dans les deux côtés. Donc, ça serait très bien. Je me vois pas du tout pour le moment dans une maison avec un jardin et ne pas y bouger pour 20 ans, quoi. Ouais. Parce que bon, quand même, j'y mets du temps et de l'énergie, Oui. donc c'est pas pour me dire, bon, allez hop, je mets tout dans une valise et je recommence quelque part ailleurs. Je le ferai, de toute façon, si je dois le faire, je le ferai, mais j'aimerais bien pouvoir au moins me poser un petit peu, et puis on verra bien. D'accord. Bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour la suite de ton expatriation? Bah écoute, qu'on me renouvelle mon visa, ça serait déjà bien. Ça serait super, Ouais, c'est surtout vrai. vu le contexte actuel. Euh, Ah, ma pauvre. Ouais, non, non, on y non. croit. Ouais, bah, les élections arrivent, on va y croire beaucoup, Oui, c'est mais ça. OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir témoigné dans ce premier épisode Il n'y a pas de et problème, merci à toi. et puis j'espère qu'on refera une suite prochaine avec,
avec l'avancée, de l'éducation, de tes enfants à l'étranger. Ça marche. Si un jour ils se mettent à parler français, je te fais signe. On fera un podcast enfant. Voilà, c'est ça. On mettra Pierre sur le coup pour interviewer, Rafa et Louis. Voilà, exactement. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!